Bienvenue chez le compteur. Aujourd'hui, on va faire un tour sur le subreddit ProRevenge. La première histoire est postée par Priest 1986. Je possède une petite entreprise de rénovation de maisons. Je m'en sors bien pour moi, mais pour une raison quelconque, ma famille pense que je suis riche. Ils ne se rendent pas compte que j'économise de l'argent pour que mes 4 enfants aillent à l'université et que j'ai 12 employés à ma charge. Tout mon argent est mis de côté. Le toit de la maison de ma tante est dans un état déplorable. En juillet dernier, ma grand-mère m'a convaincu de le réparer gratuitement. Ce n'est pas un travail facile non plus. C'est une pente de 12-12, 3 couches d'épaisseur, avec des bardeaux de cèdre en bas. Normalement, je demanderais 15 000 dollars pour ce type de travail, mais j'ai laissé ma grand-mère me convaincre. J'ai demandé à mes employés de se porter volontaires pour leur seul jour de congé de la semaine. À ma grande surprise, mes 10 ouvriers ont décidé de se présenter. Ils ont tous refusé de pointer. Ils m'ont dit que ma famille était leur famille et que pour la famille, ils ne faisaient payer que la cerveza. Honnêtement, leur générosité m'a rendu humble. Dès que nous sommes arrivés chez ma tante, nous avons commencé à nous installer, et mes gars ont commencé à mettre la radio. Ils écoutaient de la musique très mexicaine. Puis ma cousine de merde a décidé qu'elle allait sortir et commencer à crier sur ses gars à propos de leur musique, et leur a demandé de l'éteindre. Environ une heure plus tard, ma cousine est à nouveau sortie pour dire à ses gars de remettre leur chemise, car elle trouvait qu'il était inapproprié pour sa fille de 8 ans de voir un homme travailler torse nu. Une fois que la dépose, étape où l'on enlève les tuiles, a été terminée, je suis allé chercher 2 buckets de poulet et quelques caisses de bière. Tout le monde était debout dans la cour à manger du poulet et à boire de la bière, à parler et à plaisanter, et à passer un bon moment. Puis ma cousine a décidé de sortir une fois de plus. Cette fois, elle se plaint que tout le monde boit au travail. Je l'ai tirée sur le côté et lui ai rappelé que ses gars faisaient un travail de 15 000 dollars gratuitement. Je lui ai carrément dit qu'elle devait fermer sa gueule et retourner dans la maison. C'est alors qu'elle a décidé de me donner une claque en plein visage. J'ai immédiatement appelé la police et les fait arrêter. Après que la police soit partie avec elle menottée, ma tante a complètement perdu les pédales. Elle a commencé à me crier dessus, puis à menacer d'appeler les services de l'immigration et des douanes pour mes employés. Elle m'a dit que je devrais avoir honte de ne pas avoir embauché de vrais citoyens américains. J'ai dit à mon équipe de remballer ses affaires et de prendre la route. Ils sont plus gentils que moi car ils sont montés et ont bâché le toit avant de partir. Environ 2 jours plus tard, j'ai envoyé un SMS à ma tante pour lui dire que j'attendais une lettre d'excuse sincère et bien écrite adressée à tous mes employés, si elle voulait que son toit soit terminé. Environ une semaine plus tard, la police m'a donné une assignation à comparaître. Ma tante me poursuivait pour des dommages et intérêts. J'ai expliqué toute la situation au juge et lui ai montré le message que j'ai envoyé à ma tante pour lui demander une simple lettre d'excuse. Le juge était entièrement d'accord avec moi. Le tribunal a ordonné à ma tante de rédiger 10 lettres d'excuses sincères à mes employés avant que je finisse son toit. Elle n'a toujours pas écrit ses lettres, et elle n'a toujours pas de toit. La deuxième histoire est postée par Yumi 1756. Je suis lycéenne et ceci m'est arrivé en troisième. Mon professeur m'a proposé de participer à un concours de mathématiques car il a vu du potentiel en moi. J'étais d'accord car c'était mon professeur préféré. Je ne m'en souciais pas tant que ça car j'étais plutôt paresseuse à cette époque. Le jour de la compétition, j'ai vu un enfant, appelons-le pourri gâté, se vanter de ne pas avoir dormi parce qu'il avait tout révisé. J'étais agacé mais je n'y ai pas vraiment pensé. Les résultats sont arrivés et bien sûr, il a gagné. Mais j'ai eu la deuxième place. J'étais choquée et heureuse en même temps, et mon professeur aussi. Tout allait bien jusqu'à ce que j'entende cette dame, sa mère, pour y gâter aussi. Heureusement que cette fille n'a pas gagné. Je n'étais qu'à 2 points derrière. C'est un concours de mathématiques. Mon garçon devrait gagner. Il a étudié très dur pour ça, et une fille ne devrait pas le battre. J'étais empli d'une colère froide. Mon professeur m'a tapé dans le dos et m'a dit de ne pas l'écouter. Quand ils ont annoncé que j'étais en deuxième place, la mère pourri gâtée a commencé à huer. Cette femme, je ne pouvais pas la supporter, alors j'ai imaginé un plan. Ce concours avait lieu chaque année selon mon professeur, et en seconde, il y avait un concours régional après. J'ai juré que je devais gagner l'année suivante. Pendant toute l'année, j'ai appris moi-même diverses équations mathématiques, et mon ami m'a aidé pour tout. J'ai passé toute une année à réviser, juste pour prouver que cette mère avait tort. L'année suivante, je me suis présenté au concours, plus prête que jamais. J'ai revu le garçon. Maintenant même sa mère se vante du fait qu'il ne pouvait pas dormir en sachant qu'il allait gagner et qu'il est excité par les régionales. Tout ce qu'elle a dit ne faisait que m'encourager à faire mieux. L'examen était assez difficile, mais j'ai réussi à répondre à la plupart des questions du test alors que j'ai entendu pourri gâté dire que ce n'était pas si difficile. Je n'étais pas sûr de gagner, mais j'espérais. Les annonces sont arrivées et elles ont dit qu'une seule personne avait obtenu un score de 40 et plus, tout niveau confondu. Le pourri gâté souriait, pensant que c'était lui, et disant à sa mère « Les régionales, nous voilà !» Mais à sa grande surprise, j'ai gagné. L'expression de choc sur le visage de la mère et de pourri gâté en valait la peine. Ils n'ont pas prononcé un mot. Son professeur était juste debout, choqué.
Je leur ai fait un grand sourire en coin et je suis monté sur la scène. J'ai accepté le prix et tout le reste. Quand je suis descendu de l'estrade, j'ai vu la mère pleurer et dire « Mon garçon était censé gagner, il était censé aller au régional !» Et une fois que j'ai entendu ces cris d'agonie, toute l'année de révision a été payée. J'ai obtenu la 2e place au régional et je suis devenu ami avec le gars de la première place. Dans l'ensemble, c'était une super expérience et je suis contente de ne pas avoir à revoir cette mère et pour y gâter, car il n'y a pas de concours de mathématiques en première. Je l'imagine bien arriver sur la scène avec la personne qui lui demande « Qu'est-ce qui t'a gardé motivé au cours de toutes ces révisions ?» Et elle qui répondrait « La haine, à l'état pur !» La 3e histoire est postée par Itstein-Eric 86. L'année dernière, j'ai commencé à travailler pour une entreprise qui semblait prometteuse. Elle payait très bien ses employés pour un bon vieux travail. J'ai donc signé mon W2 et j'ai poursuivi mon chemin. Ça a l'air bien, non ? J'ai commencé à gagner ma croûte. On m'a donné mon propre travail et on m'a offert un téléphone portable de travail. Cependant, si on utilisait son téléphone portable personnel, le propriétaire de l'entreprise paierait ta facture parce que tu utilises ton propre téléphone. C'est pas génial ? Avance rapide d'1 mois ou 2. J'ai été obligé de passer en paye à la commission basée sur chaque intervention, je n'ai pas eu mon mot à dire. Mais 20% de chaque intervention où tu vas, c'est beaucoup d'argent en plomberie. J'ai pris la décision la plus sage. J'ai fini par découvrir que les impôts n'étaient pas prélevés sur mon salaire. J'ai donc demandé à mon patron. Pourquoi les impôts ne sont pas prélevés sur ma paye ? Ce à quoi il a répondu. Quand nous t'avons fait passer en commission, tu es maintenant un sous-traitant. Tu es un 10,99. Tu vas gagner beaucoup d'argent maintenant, mon frère. Je n'ai pas signé de formulaire 10,99, mais bon. Au fil du temps, j'ai commencé à travailler des semaines de 90 heures sans pause. Si mon téléphone était éteint et que les employés du bureau essayaient de me joindre et n'y arrivaient pas, ils retiraient de l'argent de mon salaire. La facture de téléphone n'a jamais été payée. Il y avait des jours où je ne gagnais pas un seul centime parce que mon patron faisait une erreur dans notre système. Nous n'avions pas non plus de chauffage dans nos fourgons, et lorsqu'il faisait moins 14 degrés à l'extérieur, il nous disait « Allez acheter une putain de couverture, je ne peux pas me permettre des réparations comme ça en ce moment », alors qu'il est en Floride pour une croisière avec toute sa famille. Alors comme tout le monde, j'ai juste démissionné, et puis merde. Quand je suis parti, j'ai demandé mes payes, on me devait 3 payes pour les semaines où j'ai travaillé, mais mon patron n'était pas encore prêt à les donner. « Tu m'as baisé, et maintenant je vais te baiser », c'est ce qu'il a dit quand j'ai demandé pourquoi il n'allait pas me payer. J'ai proposé plusieurs fois qu'il me rencontre simplement pour que cela n'aille pas plus loin. Il a refusé. Je me suis rendu sur le site r/Legal Advice, qu'il soit béni, et j'ai demandé ce que je devais faire. Les réponses m'ont conduit à l'ARA, le département des licences et des affaires de réglementation, pour déposer une réclamation salariale afin d'obtenir mon argent. Mais en plus de cela, j'ai déposé un rapport auprès d'eux indiquant que l'entreprise ne demande pas de permis, ce qui est obligatoire, lorsqu'elle remplace la plomberie des gens. Ils ont donc envoyé un enquêteur pour vérifier ces affirmations. Je suis ensuite allé voir les impôts pour découvrir toute cette histoire d'impôts. J'ai rempli les documents nécessaires pour que les impôts vérifient si j'étais mal classé en tant qu'employé 1099 alors que j'aurais dû être un employé W2 puisqu'ils ne prélevaient pas d'impôts. Je suis sûr que ce n'était pas normal qu'on ne prélève pas d'impôts sur mon salaire. Les impôts envoient donc un enquêteur à eux. À ce stade, je vois sur mon téléphone que j'ai toujours leur adresse email liée à mon compte Google. Je fais donc un peu de furetage. Il s'avère qu'ils n'ont pas payé les impôts de la ville depuis plus de 6 ans et que la directrice du bureau, une femme qui m'a agressé verbalement à maintes reprises, perçoit une pension d'invalidité par l'intermédiaire de l'État, mais reçoit quand même un salaire de 1 500 $ de l'entreprise chaque semaine. Vous pouvez parier vos fesses que j'ai envoyé ça au fisc. Des captures d'écran sont incluses dans mon email. Voici comment tout s'est déroulé. J'ai un ami qui travaille encore, ou plutôt qui travaillait pour eux à l'époque, et il m'a parlé de l'arrivée des enquêteurs. L'ARA leur a infligé une amende de plus de 50 000 $ pour ne pas avoir produit les permis appropriés pour les travaux effectués. Ils m'ont également payé les sommes que l'entreprise me devait avec intérêt, puisque j'ai attendu ces payes pendant plus d'1 mois. En plus de tout cela, les impôts leur a fait payer mes impôts à la fin de l'année, a retiré l'invalidité de la directrice de bureau, les a contrôlés parce qu'ils n'ont pas payé les impôts de la ville et leur a imposé une amende pour chaque employé à qui ils ont fait cela. À cette époque également, toutes les camionnettes de sa flotte sont tombées en panne à cause de l'usure. Cela a entraîné la fermeture de l'entreprise. Quand il m'a demandé pourquoi j'avais fait tout cela, ma réponse a été simple. Tu m'as baisé, alors je t'ai baisé. La dernière histoire est postée par Tania Sapien. Pour planter le décor, j'habitais dans une ville grande mais pas énorme. Appelons-la Palmville. Je vivais à l'angle d'une banlieue dense, nichée entre des immeubles d'habitation surpeuplés, une rivière qui sentait le diesel à marée basse et 2 autoroutes très fréquentées. J'étais une minorité dans ce quartier et j'en ai pris plein la gueule. Les gens n'aimaient pas vraiment les blancs là-bas.
mais suffisamment de nos voisins nous acceptaient pour qu'à part quelques désaccords entre familles et les coups qui allaient avec, je ne me sentais pas en danger en sortant de chez moi. C'était un quartier difficile, mais c'était ma maison, et elle protégeait les siens. Le centre communautaire était comme un temple, et, appelons-la AM, était la prêtresse. Dans notre quartier, elle était respectée comme une divinité vivante, et son calme et sa compréhension reflétaient son statut. Je ne l'ai jamais vue se comporter sans un code moral fort. Et la dernière pièce pour planter le décor, notre ancienne propriétaire. Une petite dame asiatique dans tous les stéréotypes, gentille et douce. Notre maison était au-dessus du niveau de rémunération de mes parents, et elle le savait. Elle s'est démenée pour trouver des travaux de réparation et d'entretien de la maison pour les locataires qui avaient des problèmes d'argent. Elle les payait en prélevant des sommes sur leur loyer, souvent un peu plus importantes que la valeur du travail effectué. Avec le recul, c'était probablement illégal, mais cela n'a rien à voir car elle est morte. Les circonstances entourant sa mort étaient suspectes, mais aucun des suspects ne joue un rôle dans cette histoire, il n'est donc pas nécessaire d'entrer dans les détails. Ses fils, qui ne voulaient rien avoir à faire avec l'immobilier, ont repris l'affaire. Ils n'arrivaient pas à comprendre comment elle arrivait à faire tourner l'affaire avec autant de rouge dans les livres de comptes, et ont commencé à se débarrasser de propriétés. La nôtre était sur la liste. Je n'ai aucune mauvaise volonté envers eux, et je leur souhaite toujours le meilleur, mais le type qui a acheté la maison, c'est un sociopathe, et la victime d'aujourd'hui. Ce type n'a pas perdu de temps pour faire de notre vie un enfer. Sa première action a été d'augmenter le loyer. Apparemment, lorsque le compte a changé de main, il a été autorisé à actualiser le loyer en fonction des prix modernes. Nous étions là depuis plusieurs années, et payions en dessous du marché, même depuis le début. Alors c'était un énorme coup en soi. Le deuxième coup est venu quand il a dit que le loyer devait être prêt, intégralement, le premier de chaque mois. Pas de paiement partiel, pas de travaux pour le réduire, pas de prolongation. Le loyer complet le premier du mois ou un avis d'expulsion le deuxième. Cela provoquait une hémorragie de nos économies, mais nous survivions pour le moment. Pendant ce temps, AM avait fait un gros travail de lobbying pour que la ville cofinance un projet de relance pour rénover toute la banlieue vieillissante, et elle a réussi. Presque tous les jours, une rue après l'autre, il y avait des tonnes de camions de chantier, et les gens faisaient remplacer les vieilles canalisations qui fuyaient, réparer les trous dans les jardins, réparer les clôtures, renouveler la peinture. C'était une chose étonnante et séduisante pour le sociopathe. Comme nous étions à l'angle du quartier, notre maison se trouvait dans la dernière rue de la liste, et le sociopathe voulait que nous partions pour pouvoir revendre la maison après la rénovation. Il ne l'a jamais dit directement, mais de multiples conversations ont rendu son intention claire, même pour moi qui avais 10 ans. Des inspections aléatoires, la mise en avant de problèmes mineurs dans la maison, allant même jusqu'à essayer de nous poursuivre pour de fausses accusations de maltraitance animale, parce que notre chat a été attaqué par ce que nous pensons être un raton laveur, et qu'il a essayé de prétendre que nous l'avions fait. Oui, parce qu'un vétérinaire ne peut pas faire la différence entre des coups de couteau et des blessures infligées par un autre animal. On a bien compris le message et avons commencé les préparatifs pour déménager. Nous avons décidé d'emménager avec mon frère aîné dans un endroit que j'appellerais Banjoland. La plupart d'entre nous avaient déménagé, sauf mon autre frère, qui est resté derrière parce qu'il avait encore beaucoup de liens sociaux à Palmville, et que son nouveau travail signifiait que s'il faisait des économies, il pourrait continuer à payer les factures gonflées du sociopathe. Eh bien, malgré tous ses efforts, un mois il lui a manqué 20$ et sociopathe a sauté sur l'occasion. Il lui restait 30 jours. Nous avons fait le voyage de 650 km de Banjoland à Palmville pour récupérer le reste de nos affaires, et je ne peux pas dire que j'ai approuvé les conditions de vie de mon frère, mais je suppose que ce n'est pas la question. Le mois s'est écoulé sans incident, je suppose que Sociopathe s'est dit qu'il avait gagné et qu'il n'était pas nécessaire de brûler de l'essence pour venir et jubiler. Le voisinage avait appris ce qui se passait, et c'est la première fois où je ne me suis pas fait héler, ni reçu un seul regard ou une seule remarque raciste en retournant dans ce quartier. Tout le monde s'est comporté avec respect. C'était plutôt dérangeant en toute honnêteté. Je suppose que les personnes à faible revenu savent toutes ce que signifie l'expulsion, et j'ai eu l'impression de passer déjà un assez mauvais moment. Eh bien, 20 jours plus tard, il a dit qu'il était temps de partir. Il nous restait encore une semaine, mais ça n'avait pas d'importance. Nous n'avions pas l'argent pour essayer de nous défendre au tribunal. AM est descendu des cieux et nous a acheté quelques jours supplémentaires, mais il est évident qu'il voulait vraiment que nous partions, peut-être parce que les camions de travaux étaient maintenant à une rue de là. La dernière fois que j'ai vu la maison où j'ai grandi, des ouvriers jetaient mes biens d'enfance dans une grande poubelle alors qu'il nous restait soi-disant encore 3 jours pour partir. Tout ce qui suit est une collection d'informations que j'ai obtenues par la rumeur et par des appels téléphoniques avec des personnes présentes lors des événements. Immédiatement, le sociopathe a emménagé lui-même dans la maison. Pourquoi, vous demandez-vous peut-être ? Les personnes qui étaient propriétaires des maisons dans lesquelles elles vivaient se faisaient rembourser le coût total des rénovations par la ville. Il s'est dit qu'en emménageant lui-même, il pourrait faire rénover gratuitement la maison qu'il a achetée au prix de liquidation et la revendre. AM n'a rien voulu entendre. Elle lui a expliqué qu'au moment où le projet de rénovation a été approuvé, cette maison était en location et qu'ils ne peuvent pas modifier le budget maintenant.
Elle lui a ensuite expliqué que la couverture des coûts partiels qui avaient été approuvés était à notre nom, pas au sien, et qu'il n'était pas non plus admissible à la couverture des coûts partiels. Il devrait payer chaque centime lui-même, et comme tout le quartier se refait une beauté, il devait au moins rénover l'extérieur. Sinon elle verrait la maison condamnée comme étant une horreur, ou délabrée, ou tout autre terme légal. Il n'a pas fait de gros efforts pour les rénovations, il a simplement mis de nouvelles moquettes et une couche de peinture, ce qui lui a coûté cher par la suite. Il a ensuite commencé à essayer de vendre la maison pour de bon. Le voisinage s'est souvenu de ce qu'il avait fait. Il y a eu des actes de vandalisme lorsque personne n'était là, et des bruits forts de la part des voisins lorsque des gens étaient là pour visiter la maison. Et chaque fois qu'un acheteur potentiel se renseignait, il se faisait rembarrer par tous ceux à qui il parlait. Ils ont fait en sorte qu'il ne puisse tout simplement pas faire vendre la maison au prix du marché. Après 3 mois de cela, il a baissé le prix de vente. Puis un mois plus tard, il l'a à nouveau baissé, et a finalement obtenu une réponse positive. AM s'est personnellement assuré qu'il devait remplir chaque feuille de la paperasse avant que la maison ne change de main. Chaque partie de la maison devait être inspectée minutieusement. Et c'est là que le karma l'a rattrapé. Dans ses rénovations hâtives et bon marché, il avait en quelque sorte endommagé les tuyaux. De la moisissure, noire. AM s'est souvenu de la façon dont il nous avait traités et elle a décidé de le rembourser en nature. Je n'ai jamais su comment elle s'y était prise, mais elle a réussi à retarder de plusieurs jours l'annonce de la découverte de la moisissure noire, suffisamment longtemps pour qu'il n'ait plus le temps d'essayer de la faire nettoyer ou de faire un dernier effort pour sauver la maison. La maison a été condamnée quelques jours plus tard. Dans leur dernier geste, AM et les membres du quartier ont déposé toutes les plaintes et injonctions possibles et ont fait en sorte que la ville l'oblige à démolir la maison immédiatement, un coût qu'il a dû payer de sa propre poche. Il a essayé de détruire une famille et a enfreint des lois juste pour gagner de l'argent rapidement. Et au lieu de cela, il s'est retrouvé à mener une bataille juridique d'1 an et a fini par perdre des milliers de dollars. Le quartier se souvient, le quartier punit. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. C'était le Compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.